réveil de l'info. C'est Atlantic Radio. Les décodeurs jusqu'à 9h30. Comment va Hicham El Bayed ? Très très bien. Hein ? Très bien. J'ai Ça va passé un bien bon week-end. Ouais. Bon, il y a la pluie, les dossiers des inondations sur le nord c'est qui vrai, nous c'est préoccupent. vrai, c'est vrai, ça nous préoccupe et on va en parler, figurez-vous. Oui. Hicham El Bayed, docteur en relations économiques internationales, docteur en management des territoires, conférencier, modérateur et chroniqueur radio et télé. Je bois un coup. Et puis on attend Quentin Adam, fondateur et CEO de Clevercland et expert tech, qui arrive. Voilà, comme c'est la première fois qu'il vient, et à Casablanca et à Atlantic Radio, on va lui permettre quelques minutes de retard. Ouais, des circonstances atténuantes On va commencer par ce premier sujet, les changements climatiques. Hein. Si on résume, hein, après une longue période de sécheresse, le Maroc a retrouvé l'eau. Ouais. Enfin, les barrages se remplissent très bien même. L'agriculture respire et l'espoir renaît pour la campagne 2026. Mais ces mêmes intempéries ont aussi provoqué inondations, dégâts matériels et perturbations économiques dans plusieurs régions. Ce contraste illustre une réalité nouvelle. Le changement climatique n'est plus un risque lointain, c'est un facteur direct de croissance ou de fragilité. Agriculture, tourisme, emploi, finances publiques, toute l'économie marocaine est désormais exposée aux aléas du climat. La question n'est plus de savoir s'il faut s'adapter, mais comment ? Et je dirais, les aléas du climat, ça fait longtemps qu'on y est habitué, mais ça change un petit peu. Hein. Disons, ça change et ça s'accélère et ça devient brut et brutal. Je voudrais pas utiliser l'expression qui était chère, les crash tests se suivent et ne se ressemblent pas. Ah bah là, c'est un vrai crash test. Ouais, se suivent et ne se ressemblent pas. Parce que le crash test sur la sécheresse, finalement, on connaît ça. Le Maroc est un pays aride. Donc, c'est pour ça que j'ai dit c'était brut et brutal. On s'y attendait pas, même si, quand on regarde un petit peu ce que le ministère, par exemple, de l'équipement, de la transition énergétique, développement durable a mis en place depuis un moment, ce que Sa Majesté a aussi lancé comme chantier, comme initiative justement pour prévenir et pour gérer justement des situations comme ça, le fonds de solidarité contre des catastrophes du genre, ça montre effectivement qu'on avait conscience effectivement que le Maroc n'est pas à l'abri de ce genre de catastrophes. Mais ce qu'on a vu à Ars el-Kébir, à Sidi Kassem et toute la région, on parle aujourd'hui de Chefchaouen et des zones limitrophes, c'est phénoménal, c'est spectaculaire, c'est inédit. Maintenant, la question qu'il faudrait se poser, c'est pour ça que on a discuté un moment avant de convenir effectivement de ce sujet. On s'était dit, maintenant il s'agit de se projeter, de se livrer un exercice de prospective par rapport au Maroc, par rapport à ces catastrophes naturelles, comme j'ai dit tout à l'heure, qui vont se suivre et pas forcément se ressembler. Donc, économiquement, les dégâts sont là, les nécessités de réhabilitation des maisons, réhabilitation des infrastructures, des routes, des autoroutes. D'un point de vue agricole, il y a énormément de dégâts. L'année agricole sur ces régions-là, je précise bien, elle est compromise. Hein. La stratégie nationale aussi en termes j'allais dire, de réhabilitation du cheptel, là encore, la situation elle est compromise. Donc il y a énormément de soucis qu'on risque de se faire. Ce qu'on a gagné avec la pluie, on l'a perdu avec le trop de pluie. Disons, dans l'immédiat, à court terme, on a l'impression effectivement qu'on est face à une situation de sinistrose par rapport à justement tous ces dégâts-là. Maintenant, après, peut-être à moyen terme, peut-être une fois que cette vague effectivement de pluie diluvienne va passer, une fois que le soleil sera et que la météo effectivement va devenir un peu plus clémente, nécessairement la situation va s'améliorer. Hicham, c'est un sujet dont on ne parlait pas entre nous. Ben oui, parce qu'on s'est toujours dit... changement climatique, oui. On en parle, ça fait partie des grands sujets, mais j'allais dire internationaux, qui concernent... à chaque COP, évidemment, on ressort ce sujet-là, mais ce n'était pas un sujet, on va dire, qu'on mettait forcément en avant. Et pourtant, quand on recense les catastrophes
dont on est victime, elles sont là. Mm. Si c'est pas les feux de forêt, c'est j'allais dire, des catastrophes genre inondations, intempéries, c'est des invasions acridiennes dans certaines régions, c'est énormément de catastrophes. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, la vision de Sa Majesté a été tout à fait à point nommé parce qu'il fallait organiser un dispositif de prévention et l'organisation et la mise en place d'infrastructures d'approvisionnement. Est-ce que vous savez qu'il a été décidé en 2025, mais la réflexion a été menée juste après le tremblement de l'Haouz en 2023, qu'il va y avoir 12 zones d'approvisionnement pour justement se prémunir contre ces risques de catastrophes. Il y a déjà la zone de Rabat Salé qui est opérationnelle. Maintenant, les 11 autres zones doivent être opérationnelles au plus vite. On parle de 36 entrepôts justement qui doivent être mis en place. On parle de 7 milliards de dirhams qui investit justement dans tout ça. Ça veut dire qu'il y a une conscience. Peut-être on ne prenait pas la mesure de la gravité de la situation. Et d'ailleurs, la Cour des comptes dont on parlait la semaine dernière, à chaque fois, elle tire la sonnette d'alarme pour dire que ça va doucement. On n'est pas très efficace dans, j'allais dire, la concrétisation des projets que Sa Majesté initie. Et donc, ce genre de crash test, encore une fois, doivent nous donner le temps par rapport à la nécessité d'être réactif, d'être proactif, d'être efficace dans la mise en place, de se dire que le Maroc n'est pas à l'abri. Le positionnement géographique qui nous gratifie justement en termes de positionnement, en termes de hub à l'échelon continental mais à l'échelon international, en même temps, le revers de la médaille, c'est que nous sommes exposés de plus en plus à des anticyclones. Et Leonardo ou Martha, maintenant on est passé à la lettre M, la situation, elle est ce qu'elle est. Ouais. Il va falloir et on a vu aussi que c'était le cas aussi en Espagne, au Portugal. Oui, toute la région du sud de oui. Aussi, donc ça ne touche pas que notre pays, bien sûr. Vendredi, dans l'émission Atlantique Soir avec Chaïb Hamadi, on parlait de la prévention. Alors, cette prévention, évidemment, il y a le fonds de solidarité, c'est très important, mais il y a des outils de prévention, il y aura, je pense, peut-être aussi des infrastructures pour prévoir ça, peut-être des digues. Donc, ça veut dire que le Maroc se trouve face à d'autres objectifs importants. Absolument. Là, dans les prochaines années. Absolument, et ce qu'on disait aussi la dernière fois, mobiliser aussi les outils technologiques. Maintenant, il y a de l'IA qui peut être mise à contribution justement pour pouvoir faire de la prévention, pour être dans la proactivité. Il y a nécessité d'être encore plus regardant par rapport à la qualité de l'infrastructure. Vous passez sur autoroute ou même dans cette plaine de Loukos là qui est je disais que qui est à la merci de toutes les inondations. Et puis même les infrastructures, ça on le voit, on le constate. L'infrastructure n'a pas été conçue dans une perspective, je dirais, de catastrophe du genre. Vous voyez des plaques signalétiques sur la route, un simple vent, ça bascule à droite et à gauche. Ça veut dire que les ingénieurs qui sont derrière, les cahiers de charges qui ont été mis en place à l'avance, n'ont pas été conçus dans l'idée qu'on va se retrouver un jour. Et ce jour qu'on considère lointain, maintenant, il est là. Les catastrophes sont là. Les expositions du Maroc par rapport à ces catastrophes naturelles, elle est là. Ça va être récurrent. Ça va être encore plus intensif. Hier, j'entendais un spécialiste de la météo disait, si la pluie continue, ça va être quelque chose, ça va être une vraie catastrophe. La météo, on les salue parce qu'ils ont fait d'énormes progrès, notamment sur les prévisions. Et puis, il y a aussi le problème, on en parlera tout à l'heure, de ces villes qui s'étendent pour répondre à la population qui arrive. Et on ne construit pas forcément en pensant à tout ça, à ces changements climatiques. Et il y a un autre aspect, c'est que le littoral marocain, il est exposé. Je rappelle juste une étude qui a été menée, dont les résultats menés par la Banque mondiale, dont les résultats ont été publiés au mois de septembre dernier. 80% de l'activité industrielle au Maroc se fait dans le littoral. 30% de l'industrie touristique au Maroc se fait dans le littoral. D'ici 2035, 32% des emplois risquent de disparaître à cause du dérèglement climatique, particulièrement du réchauffement climatique.
On en parle juste après les infos qui vont vous être présentées par Karim Droné dans quelques secondes. Les décodeurs avec ce matin, Hicham El Bayed, docteur en relations économiques internationales, docteur en management des territoires, conférencier, modérateur, chroniqueur radio et TV, et Quentin Adam, qu'on accueille, fondateur et CEO de Clever Cloud, expert tech. Bonjour. Vous allez bien ? Très bien. Bon. Ravi d'être au Maroc. On est bien content de vous accueillir ici. Juste avant de reprendre le premier sujet qu'on a commencé tout à l'heure, qu'on a débuté avec Hicham tout à l'heure, pendant cette mi-temps du Super Bowl, il y avait aussi un événement qui était attendu par ceux qui aiment la tech, c'était le spot Claude versus OpenAI. Qui était assez attendu, où OpenAI... où Claude critique OpenAI sur l'introduction de la pub sur ChatGPT. Voilà, c'est ça. En fait, pour le moment, le milieu de l'intelligence artificielle était quasi exempt de la publicité. La publicité est un peu le cancer qu'a mangé Internet en ne permettant pas en fait de développer d'autres modèles économiques. Pour l'instant, l'intelligence artificielle en était exempte. Moi, je trouve ça très très inquiétant de voir la publicité débarquer dans l'intelligence artificielle. Et la posture de Claude aujourd'hui sur le sujet me semble plus saine. Ok, on en reparle tout à l'heure. Alors là, on va parler d'intempéries, on va parler de sécheresse, on va parler de dégâts matériels, de perturbations économiques dans plusieurs régions. On va essayer de se poser la question comment faire. D'ailleurs, il y a une question qui me vient là. À part certains pays qui sont exemplaires et qui pensent à tout ça depuis longtemps, pourquoi les politiques publiques ont-elles autant de mal à considérer ces changements climatiques et à se lancer dans des travaux d'infrastructure, dans de la prévention, etc. etc. Hicham. Alors au Maroc, tout semble prioritaire. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à définir qu'est-ce qui passe en premier et qu'est-ce qui passe en second. Oui, est-ce que c'est la santé? Est-ce que c'est l'éducation? Est-ce que c'est les infrastructures? Il y a tellement de choses prioritaires. Oui, tellement de choses. Et puis, en contrepartie, tu as des moyens qui sont limités. Et on le disait tout à l'heure, en off, soit on va partir sur de l'endettement pour ne pas dire du surendettement, soit on va prélever davantage de taxes et d'impôts sur le dos du contribuable. Et dans les deux cas de figure, on n'est pas sorti de l'auberge. Donc la situation, elle est scalée, on cherche à faire au mieux qu'on peut. Maintenant, face à ce dérèglement climatique, il y a nécessité de revoir ses priorités. Est-ce qu'on peut accepter encore une fois qu'on se retrouve dans une situation similaire à celle qu'on vit maintenant à Qasr el-Kebir, à Sidi Kassim? C'est pas possible. Un autre épisode pareil dans une autre région risque d'être apocalyptique. Hein. On n'a pas les moyens pour ça, ni les ressources humaines pour, ni les ressources logistiques pour. Je disais tout à l'heure, Sa Majesté a envisagé effectivement ça à l'avance, en 2023, juste après le Season House. On a mis en place à partir de 2025 ces 12 plateformes logistiques justement pour pouvoir disposer à temps et dans l'urgence justement des ressources nécessaires. On a vu que ça fonctionnait bien ça. Hein. Oui, et on a vu aussi la mobilisation des forces armées royales. Aussi, ça, il faut le dire. Aussi, on a été quand même assez réactifs. Maintenant, et la question que tu poses, elle est fondamentale. Est-ce qu'on va rester dans la réaction ou est-ce qu'il faut être dans la proactivité? C'est ça la grande question. Non, parce que nous, on se pose une question au Maroc, Quentin. Quand on est dans des périodes de sécheresse, et on a vécu ça pendant des années avant cet hiver, là, on ne peut pas faire pleuvoir. Hein. C'est difficile, on peut le faire techniquement, il y a des choses qui existent, mais on ne peut pas faire pleuvoir sur tout un territoire. Par contre, on a vu là, on va réutiliser ce mot de crash test, mais là c'était un crash test en temps réel. Grandeur nature. En grandeur nature, parce qu'on s'est rendu compte que ces intempéries, quand elles ne s'arrêtent pas au bout d'un mois ou un mois et demi par exemple, ça devient très difficile parce que les villes n'ont pas été pensées pour ça. Hicham le disait tout à l'heure, il y a beaucoup d'industries qui sont sur le littoral ici au Maroc, etc. Vous avez, j'allais dire, une vision européenne de tout ça. La question, elle reste la même. Pourquoi on s'en occupe en dernier sur la liste? Alors d'abord,
ce qu'on appelle le réchauffement climatique, qui est en fait un dérèglement. Et donc, en fait, on le subit tous. Et la non-organisation des infrastructures, elle est valable non seulement dans le Royaume du Maroc, mais c'est valable aussi en Europe. En Europe, aujourd'hui, à Paris, au printemps, on se tape des espèces de tempêtes qui sont à la limite du tropical, avec ce qui tombe en eau normalement en 2 ans, qui tombe en moins de 90 minutes. Donc, on a les mêmes problématiques de désindexation. La question de pourquoi est-ce qu'on s'en occupe pas assez est toujours la même. C'est qu'on fait des infrastructures dont le modèle de rentabilité est sur 50, 70, 100 ans. On se rend compte a posteriori qu'on aurait dû en faire d'autres. Donc là, aujourd'hui, les nouveaux projets, et c'est valable en Europe, mais c'est valable au Maroc aussi, les nouveaux projets sont des projets vertueux. Les projets de production électrique qui sont faits dans les territoires du Sud sont des projets qui sont vertueux dans leur modèle. Mais comment on fait pour vivre au jour le jour? Et la deuxième problématique, c'est effectivement qu'il y a une compétition mondiale, économique, structurelle de nos pays. Et la question, elle est comment garder sa place dans la compétition tout en prenant le temps de faire les choses dans le bon ordre. Et c'est pour ça que le multilatéralisme serait la solution à ça, puisqu'il faut a priori travailler tous ensemble à construire des nouvelles règles qui nous permettent de structurer notre financiarisation pour être vertueux écologiquement tous, parce qu'on a un besoin tous de survivre et de vivre à 9 milliards sur la planète. Et ces enjeux-là sont des enjeux qui sont en fait fondamentalement de la structuration économique pour qu'on soit capable de le faire tous en même temps. Mais il y a des gens, on en parlait il y a 2 minutes, qui n'ont plus tellement envie de faire partie du multilatéralisme. Oui. Dans le même sens, ce qui nous arrive ne doit pas pour autant paraître comme une singularité ou une exception marocaine. On voit ce qui se passe au sud de l'Espagne, au sud du Portugal, des situations peut-être beaucoup plus spectaculaires, beaucoup plus catastrophiques. Alors la problématique chez nous au Maroc, c'est que d'une part, on estime que ça n'arrive qu'aux autres. Et donc ce genre d'intempéries, de pluie diluvienne, on s'imaginait que c'est la dernière des choses à laquelle on va pouvoir penser après 7 années consécutives de sécheresse. Donc c'était le scénario qui n'était pas du tout... On ne s'attendait pas à un tremblement. Oui, c'était pas plausible. On ne s'attendait pas à un tremblement de terre non plus. Là. Pareil, à Al-Haouz. Donc on est effectivement dans des caprices de la nature qui sortent de temps à autre, justement avec ce dérèglement climatique, et qui font que on ne se sent pas toujours prêt effectivement à les accueillir. Deuxième aspect, c'est que les infrastructures qui sont mises en place, parfois sont faites de façon maladroite. C'est ce que j'entends par là. Nous avons des habitations qui se font sur des chemins d'eau. Ça veut dire qu'on estimait que l'eau ne va pas revenir et des crues centenaires, c'est quelque chose d'exceptionnel, alors qu'on a vu ça à Safi, on a vu ça à Qas al-Kebir, on a vu ça à Al-Gharb, etc. Donc des régions qu'on imaginait carrément sécurisées par rapport à ce genre de crues, la situation, elle est là. Dernier aspect, c'est que les barrages qui sont construits, on n'a pas pris l'initiative. Et là, effectivement, c'est un reproche direct au ministère de l'Équipement. Quand on était en période de sécheresse, il fallait, comme on dit, nettoyer ces barrages. Parce que ça fait des années. Ça fait des années et on avait le temps et la possibilité de le faire. Que les experts le disent. Oui. Il faut déjà commencer par, avant d'en envisager d'autres, il faut d'abord nettoyer. Oui. Et donc c'est une situation, effectivement, il fallait juste une catastrophe comme ça pour dévêtir tout ce qui était caché, effectivement, dans nos infrastructures. On est sur un dérèglement climatique, un changement climatique, comme vous voulez, quoi. La solution, elle doit être... parce que ça va toucher l'économie, ça va toucher le business, ça va toucher les emplois. Là, on voit par exemple sur un poste qui est un poste fort pour nous, pour le Maroc, c'est-à-dire l'exportation des fruits et des légumes. Par exemple, il y a eu des problèmes, des retards de livraison, etc. Est-ce que la solution doit être politique ? Est-ce que le politique... Les territoires, évidemment, le gouvernement doit s'emparer de ce sujet-là très vite. On est dans une année électorale, là aussi, c'est quelque chose d'important. Je vois bien votre regard. Non, mais on va poser la question à Quentin. Oui. Parce que là, la question, je pourrais la poser partout. Hein. En fait, ce qui se passe, le problème est global et il faut le comprendre comme ça.
la technologie n'est pas en opposition avec la politique. La technologie doit être mise en rapport à la politique. La réglementation permet, quand elle est bien construite, à la politique de prendre la main et de décider du futur. Et la politique, dans la plupart des pays de façon moderne, est décidée globalement par le peuple, avec un certain nombre d'équilibres, mais chacun va être capable de dire quel est son avis sur comment on devrait le faire. Et donc, la réglementation est la solution qu'on a collectivement pour effectivement domestiquer des forces telles que l'économie, qui est sinon un truc qui va sans tête et qui est très court-termiste, en lui disant, bah, on va mettre un modèle d'impôt de telle façon ou de telle façon, de façon à l'emmener dans la bonne direction. La même chose pour les médias, les droits démocratiques, parce que si on laisse n'importe qui dire n'importe quoi, on finira dans des situations cataclysmiques. Et donc, bien sûr que le sujet est intensément politique, et c'est un sujet qui doit se régler à la fois localement au niveau des territoires, au niveau des États, et également au niveau de structures supranationales, que ce soit des collectivisations différentes de différentes formes d'États à échelle continentale, ou le multilatéralisme mondial. Oui, mais vous voyez bien, par exemple, les répercussions liées à la COP sont moins importantes maintenant. Quand de très très gros pays décident de nier l'évidence scientifique et d'aller dans leur coin, c'est très compliqué. En l'occurrence, les États-Unis. En l'occurrence, mais les eux-mêmes États-Unis. ont des problèmes graves à régler. Pour l'instant, il est nie. Parce que c'est une posture politique. Mais on voit bien qu'une fois de plus, c'est de la politique. La Californie, les menaces de tremblements de terre. La doctrine de M. Trump. On peut faire une liste incroyable, quoi. C'est pas possible. Mais aujourd'hui, ça prouve bien que le politique, le politique en fait est au cœur de la décision. C'est un problème réglementaire. Est-ce qu'il faut qu'on supprime la totalité des énergies fossiles aujourd'hui ? En fait, on n'est pas capable de faire tourner la planète autrement. Par contre, ça veut dire qu'il faut faire énormément d'investissements dans d'autres typologies d'énergie pour être capable de soutenir notre rythme de croissance et surtout être capable de transitionner. Et la transition, elle prend du temps parce que quand on construit une centrale, même une centrale à pétrole, c'est des investissements qui sont pensés sur 50, 70 ans. Et donc, une centrale à pétrole qui a été construite dans les années 90, elle n'est pas du tout encore rentabilisée. Et donc, la question, c'est comment on fait pour construire autre chose qui ne va pas brûler d'énergie fossile, tout en prenant la perte d'un investissement qui n'a pas été du tout pensé autrement. Et d'un point de vue économique, c'est vraiment comment on reconstruit notre réglementation pour être capable d'absorber les pertes de notre volonté de transition. Après, s'il n'y a pas de volonté politique en face, dans le cas de M. Trump par exemple, il n'y a pas de volonté politique. Alors pour revenir sur la question du politique et de la politique chez nous au Maroc, il me semble qu'il ne faudrait pas attendre qu'on soit face à des catastrophes naturelles pour que nos politiques sortent, d'autant plus à l'horizon. Il faudrait un ministre des catastrophes naturelles ou un secrétaire d'État. Normalement, le ministère de l'équipement, le ministère de la transition énergétique, développement durable, il est censé effectivement gérer ce genre de dossier. Comme je disais tout à l'heure, il y a des dispositifs qui sont là. Il y a le fonds de solidarité contre justement ce genre de catastrophes naturelles. Il y a ces plateformes d'approvisionnement qui sont censées être là justement à titre préventif. Mais ce qu'il faudrait peut-être prendre en considération dans l'immédiat, c'est qu'on risque de se retrouver de façon très récurrente justement face à ce genre de situation. Si ce n'est pas des feux de forêt, ça sera, comme je disais tout à l'heure, des intempéries. Et si ce n'est pas des intempéries, ça sera, comme je disais aussi, des invasions acridiennes dans certaines régions, etc. etc. Et donc tout ceci nécessite qu'on soit vigilant par rapport à ce qu'on fait, qu'on se rende compte que ce qui était exceptionnel par le passé risque de devenir le permanent, et dont, pour l'économiste que je suis, des prévisions de dépenses du genre doivent être intégrées de façon préventive dans la loi de finances pour qu'on puisse savoir qu'il y a un budget effectivement qui va être... Normalement, c'est ça, parce que pour l'instant, on est dans le vif de l'action, on ne s'en rend pas compte, mais tout de suite après, il va y avoir de grosses dépenses, parce qu'il y a des routes qui ont été carrément détruites, il y a des barrages qu'il faudrait reconstruire, il y a des infrastructures qu'il s'agit de réhabiliter, il y a des emplois qui sont perdus, il y a des commerces qui sont détruits. Donc tout ça, il va falloir... Et à côté, en parallèle, il y a aussi un moral qui est totalement anéanti. Le soutien psychologique fondamental pour des gens qui ont perdu leur maison, qui ont perdu leur bétail, qui ont perdu tout ce qu'ils ont de plus cher.
Ça aussi, ça a un coût. Vous voulez rajouter quelque chose? Non, non, je vous en Bon, prie. alors donc, il y a deux postes hyper importants. On n'aura pas le temps d'en parler aujourd'hui, mais c'est la croissance économique, parce qu'on est toujours à aller à rechercher ce point de plus de croissance qui viendrait de l'agriculture. Et puis, deuxième chose, c'est le tourisme qui peut être mis en danger sur ces périodes, évidemment, où on peut pas, on va accueillir moins de touristes parce que le Maroc était identifié comme un pays où on pouvait aller l'hiver, par exemple, pour se retrouver dans un environnement plus doux qu'en Europe. Je pense que le Maroc est toujours un endroit où on peut aller Non, l'hiver. mais bien sûr, bien sûr. Et Bien sûr, mais il y a juste là, un là, aspect. on l'a senti avec Mm. la Cannes, par exemple, parce que beaucoup de gens sont venus et ne s'attendaient pas à trouver de la pluie tous les jours. Alors, tu parles de tourisme, disons-le sur un Rapidement, aspect plus large. pour On est finir. sur une activité exportatrice. Et justement, les exportations marocaines ont subi effectivement un coup fatal à cause des intempéries. Il y a eu des retards sur des exportations, Ouais. sachant que 80% de nos exportations se font par voie maritime via camion. Donc, vous pouvez facilement comprendre qu'il y a des surestaris qui doivent être mobilisés et il y a un coût en termes d'exportation. On revient juste après les infos de 9h avec Mourad Baba. Les décodeurs jusqu'à 9h30 avec Hicham El Bayed, directeur en relations, docteur en relations économiques et internationales, docteur en management des territoires, conférencier, modérateur et chroniqueur radio et TV évidemment. Et Quentin Adam qui vient nous voir pour la première fois, fondateur et CEO de Clever Cloud et expert en tech. Merci d'être passé aujourd'hui au fait. Est-ce que je peux vous demander de vous présenter en 1 minute sans faire de pub? Oui, avec grand plaisir. Je m'appelle Quentin Adam. J'ai créé une boîte qui s'appelle Clever Cloud. Donc, on est la partie logicielle qui permet le cloud computing, le management automatique des infrastructures du digital. Et j'ai toujours été un ingénieur. Et ce qu'on fait chez Clever Cloud, c'est la volonté de créer un Internet humaniste. Et on a une filiale au Maroc qui est dirigée par Quelqu'un qu'on connaît bien, qui est un décodeur. En fait. qui est un décodeur, quelqu'un que moi je trouve absolument incroyable, qui est Ismaël Faouri. Et Ne lui cirez pas trop les pompes quand même, parce que il va écouter après. Voilà. Alors, et en fait, cette filiale, elle tient à une volonté de créer une co-entreprise avec des Marocains pour créer le monde du digital ici. Donc c'est pour ça que je suis régulièrement ici. alors pour que on se représente bien concrètement, il faut bien commencer par quelque chose, parce que le sujet est tellement vaste. Le fait que la concentration des données soit entre les mains des États-Unis et des Chinois, d'abord, est-ce que c'est vrai? Et ça implique quoi? Alors, est-ce que c'est vrai? Oui. Aujourd'hui, les forces des boîtes américaines et chinoises sont très fortes. Surtout chez nous, on est plutôt dans une profonde influence américaine. Alors, en Europe, totalement, hein. On est totalement soumis et dominé par des entreprises américaines. C'est un peu moins vrai dans le continent africain parce que le développement ayant eu lieu un peu plus tard, l'expérience européenne en train de se produire a permis notamment aux dirigeants, et ici je veux parler du roi Mohamed VI qui a une vraie vision sur le sujet, de se dire